Bonjour, je suis Clotilde et vous écoutez Expat et compagnie, un podcast qui raconte la vie de personnes ayant fait le choix de quitter leur pays d'origine pour s'envoler aux quatre coins du monde vers de nouvelles aventures. Il y a eu du changement depuis la création de ce podcast puisque je suis désormais moi-même expatriée à Berlin. Si tu as des questions sur l'expatriation, écris-moi sur Instagram, je te mettrai le lien dans la description. Et pour soutenir ce podcast indépendant, abonne-toi. Si un épisode t'a plu et que tu penses qu'il peut intéresser quelqu'un, partage-le avec tes proches. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous allons écouter le témoignage d'Emeline, un épisode consacré à l'expatriation au Cambodge. Dans un premier temps, Emeline, je vais te demander de te présenter à nos auditeurs. Je m'appelle Emeline, je vais avoir 28 ans et je travaille dans le tourisme pour une agence de voyage locale au Cambodge à Phnom Penh, à la capitale. Et donc ça fait un peu plus de 5 ans maintenant que je suis en Asie du Sud-Est. Qu'est-ce qui t'a amené à vivre au Cambodge aujourd'hui ? Lorsque je suis venue pour la première fois en Asie en échange scolaire et en stage, j'étais en Chine. C'était quand j'étais en licence 2, il y a maintenant 8 ans. Et en fait, euh, pendant que j'étais en Chine, j'avais rencontré une de mes amies. On a beaucoup voyagé sur toute la Chine, mais on avait envie d'aller voir un des pays de l'Asie du Sud-Est avant de partir. Et j'avais toujours entendu parler des temples d'Angkor. Et donc, il y avait des vols depuis la Chine. Et donc, on est venu une semaine à Siem Reap visiter les temples. Et en fait, ça a été vraiment un coup de cœur pour cette population, la culture, l'accueil qu'on a reçu qui était totalement différent de ce qu'on avait vécu en Chine où c'était beaucoup plus froid et là c'était beaucoup plus chaleureux et beaucoup plus calme. C'est un peuple qui est très, très calme et très bienveillant. Et à chaque fois que je suis revenue pour des échanges scolaires ou des stages en Asie, il y avait toujours un moment où je finissais par passer par le Cambodge, mais toujours qu'en vacances. Donc, suite à mon expérience au Laos, quand j'ai eu la possibilité de venir m'installer au Cambodge, d'abord à Siem Reap, ça a été tout de suite un grand oui. Enfin, c'est comme si c'était évident que finalement j'allais finir dans ce pays à un moment donné, quoi. On peut dire que tu as eu un véritable coup de cœur pour le pays et ses habitants. Et aujourd'hui, après 5 ans de vie au Cambodge, quel est ton statut dans le pays ? Hum, On reste toujours l'étranger. Ils ont un mot, le mot barang pour parler des blancs. Barang signifie français dans la langue khmer, donc la langue locale. Mais ils englobent tous les blancs dans cette signification. Donc, on restera toujours l'étranger puisque physiquement, on ne peut pas se noyer dans la masse. Et, et donc, c'est comme ça qu'on est perçu. Après, si on va plus dans les campagnes ou les villes comme Siem Reap, c'est beaucoup plus facile de se faire des amis cambodgiens. Phnom Penh reste une capitale, c'est assez développé. Et donc, c'est vrai que c'est plus compliqué de rencontrer des Cambodgiens et de devenir amie avec eux. Après, dans mon entreprise, je suis la seule Française avec mon directeur et je suis parfaitement intégrée avec eux. Et parfois, il y a des incompréhensions culturelles, mais en essayant de parler quelques mots cambodgiens et en essayant de prendre le temps de comprendre leurs réactions et leur culture, ça se passe bien au final. En parlant de ton travail, justement, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais ? Alors, je suis en charge de choisir en gros les hôtels, les restaurants et les activités. Donc, mon agence reçoit principalement des clients de l'Europe et des États-Unis qui veulent venir découvrir le Cambodge. Et nous, on n'est présent qu'au Cambodge. Il y a de nombreuses agences de voyage qui sont présentes dans plusieurs pays en même temps en Asie. Mais nous, mon directeur et ses associés ont pris le parti que le Cambodge pouvait être une destination à part. Donc mon métier est un peu d'aller balader à droite à gauche dans le pays pour essayer de trouver des nouvelles activités ou
essayer de rencontrer des familles chez qui on peut par exemple aller dormir ou faire un cooking class, quelque chose de plus original et essayer de trouver l'expérience qui fera que les voyageurs souhaitent partir davantage avec notre agence plutôt qu'une autre et de bons souvenirs. Et une fois de retour au bureau, c'est de réussir à combiner toutes les informations que j'ai eues pendant mes différents voyages et de les partager correctement en fait, à mes collègues qui sont en charge du montage des programmes pour les clients et à la fois de toute la partie opérationnelle pour que mes collègues qui sont en charge des suivis des voyageurs sur place, que tout se passe correctement. Dans ces programmes, on comprend, d'après ce que tu nous dis, que les Cambodgiens, finalement, sont très ouverts à l'idée de recevoir des étrangers à la maison et tu nous parlais tout à l'heure d'intégration. Comment, jusqu'à quel niveau tu te sens intégrée et comment sont intégrées les personnes, blanches, comme tu disais, barangs, vis-à-vis des Cambodgiens? En fait, je pense que si l'on vient en voyage, ils ont vraiment un esprit de curiosité. Et par exemple, le week-end dernier, je suis partie en moto avec 2 de mes amis. De voir 3 filles sur des motos, ça les impressionnait. Et à chaque fois qu'on s'arrêtait dans tous les villages, on venait facilement discuter avec nous, surtout que comme on parle quelques mots khmer, on arrivait à dialoguer avec eux. Et sinon, c'est très simple de s'arrêter dans un village et de demander où est-ce qu'on peut dormir. Enfin, il y aura toujours une bienveillance et une volonté d'aider. Après, une intégration à 100% ne sera pas possible parce que les cultures sont trop différentes. Je pense que même ce que je ressens avec mes collègues, c'est qu'ils nous voient toujours, entre guillemets, comme un étranger et qu'il y a un côté mystique face à eux parce qu'on vient de l'Europe, des pays davantage développés par rapport à ce qu'eux vivent. Et aussi, ils sont encore dans une culture très familiale. Et par exemple, mes collègues, elles ne vont pas sortir après le travail, aller prendre un verre, par exemple, le vendredi soir. Euh, et elles vont directement rentrer dans leur famille et rester dans ce cadre familial. Et donc, nous, les expatriés ici, c'est vrai qu'on fait un peu office d'ovni à aller prendre un verre le soir à la sortie du travail ou aller dîner à l'extérieur. Et pour eux aussi, c'est difficile de comprendre pourquoi on habite loin de nos familles, puisque eux sont très familles et on ne doit pas abandonner ses parents et ses grands-parents. Donc, il y a ce côté, je pense, un peu mystique où ils nous apprécient, ils sont contents de nous avoir autour d'eux, mais on ne pourra jamais être ultra, vraiment très très proches et rentrer vraiment à fond dans leur quotidien d'une manière à ce qu'à la fin on soit totalement noyé dans leur culture et qu'il n'y ait plus de différence culturelle, quoi. Je sais pas si c'est très clair. Si, si, c'est clair. Ça veut dire que pour eux, être blanc, être européen, être expatrié, comme tu disais, ça représente quelque chose de tellement loin de leur culture qu'ils ont du mal à comprendre. Et est-ce que, au niveau de ta vie relationnelle, au-delà de cette question d'intégration, est-ce que tu as réussi à te créer un cercle d'amis, même en ayant des habitudes différentes, même si tu ne vas pas boire un verre avec tes collègues cambodgiennes à la fin de la journée? Est-ce que vous arrivez à avoir une relation amicale? Est-ce que tu as réussi à te créer un cercle d'amis cambodgiens ou plutôt d'expatriés? Mon cercle d'amis proches est vraiment que des expatriés. Je joue au rugby en fait. Et donc, je suis au milieu de différentes cultures et beaucoup plus de personnes venues, on va dire, du monde western que du monde asiatique. Et en dehors de ça, quand j'habitais à Siem Reap, il y avait davantage de possibilités d'être amie avec des Cambodgiens. Mais ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est des Cambodgiens qui ont dans leurs habitudes des habitudes d'Européens. Et que nous, du coup, comme à force de vivre, on prend quand même des habitudes cambodgiennes, ça faisait qu'à un moment, on se rencontrait. À Phnom Penh, c'est différent parce que soit ce sont des Cambodgiens très riches, et donc du coup, bah, nous, en tant qu'expatriés, on a, on va dire, pas le niveau de vie pour suivre leur niveau de vie, et ils n'ont pas envie de se mêler avec nous, tout simplement. Et ensuite, la classe moyenne reste encore trop traditionnelle.
Alors que Siem Reap, vu que c'est plus petit, je pense que la classe moyenne et tous les jeunes à Siem Reap, on sent davantage une envie de s'en sortir, de monter des business et même au niveau du tourisme. On voit davantage de Khmers qui essayent d'avoir, par exemple, des excursions de vélo à la journée. Et beaucoup essayent d'apprendre d'autres langues que l'anglais pour être guide. Et donc, on ressent chez eux une envie de rentrer dans le monde du business où, je dirais, il y a une dizaine d'années, il était principalement tenu par les Occidentaux. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de Khmers qui ont des business, entre guillemets, pour les Occidentaux. Mhm. Et donc, cette catégorie-là, on peut réussir à créer des liens et à devenir amis, mais je pense que ce ne sera jamais aussi fort le lien que j'ai avec mes amis occidentaux ici. Et tu parlais tout à l'heure d'habitudes que tu avais prises qui étaient plus cambodgiennes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Tu peux nous donner des exemples peut-être? Moi, par exemple, ils adorent tout ce qui est beer garden. En fait, ce sont des bars en extérieur où l'on va boire des bières assis sur des petites chaises et on commande les bières. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout en Europe et que c'est très commun en Asie. Et nous, ça nous arrive régulièrement de se dire on va dans un beer garden. Au niveau de la religion aussi, je pense qu'au bout d'un moment, on commence à intégrer certains codes. Et par exemple, juste aller à la pagode et brûler des encens quand c'est les fêtes bouddhistes importantes comme le Nouvel An, qui est en avril au Cambodge, on le fait naturellement sans vraiment s'en rendre compte. Tu le fais, Euh, toi, d'aller brûler de l'encens dans une oui, pagode? aux fêtes importantes bouddhistes, oui. Enfin, c'est rentré dans les codes, ça devient normal en fait. C'est pas, enfin, d'une part, on le fait au travail parce que la religion est partie intégrante de leur quotidien. Mais en plus, oui, il y a tellement de croyances qu'au bout d'un moment, quand tu vis au milieu de toutes ces croyances, elles rentrent en toi. Et donc, quand c'est les fêtes vraiment très, très, très importantes, qui seraient l'équivalent de Noël, par exemple, en France, mes collègues vont souvent à la pagode et me disent, Emeline, tu viens avec nous. Et ça paraît normal d'aller brûler les encens avec eux, quoi. D'accord. Ah, c'est impressionnant. Je ne savais pas du tout. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles tu penses? Oui, la tenue vestimentaire, on fait davantage attention la journée. Les filles sont assez pudiques, donc ne mettent pas trop de décolleté, cachent les épaules. C'est vrai que maintenant, à part si je sors le week-end avec mes amis occidentaux, je vais avoir du mal à mettre un débardeur en petite bretelle. Enfin, ça m'arrive jamais au travail, quoi. Je vais souvent avoir une veste par-dessus si je trouve que c'est trop, enfin, qu'on voit trop mes épaules, par exemple, quoi. Et ça rentre pas comme une contrainte parce qu'à aucun moment on m'a demandé comment dire, à aucun moment on m'a dit dans mon contrat ou au travail, mon boss m'a clairement mentionné, il ne faut pas que vous soyez décolleté, etc. Ça rentre progressivement parce qu'on voit que aussi notre manière de nous comporter va faire en sorte que les Cambodgiens nous intègrent parce que travaillant dans une entreprise où, au final, à part mon directeur qui est français, mais qu'on ne voit pas régulièrement, enfin, il est présent, mais dans un autre bureau, donc il n'est pas là au quotidien. Quand je suis la seule française parmi ces entre 15 et 20 Khmers dans le bureau que l'on partage, c'est vrai que si on ne rentre pas un minimum dans leur culture, on n'est pas intégré en fait. Et donc, je voyais bien qu'au départ, si je venais avec des choses trop décolletées, j'avais les remarques de mes collègues et je voyais bien que ça les gênait en fait. Et Ouais, donc, finalement, c'est en t'intéressant à leur culture et en adoptant leurs codes que tu es le plus respecté et intégré et au final que tu vis peut-être mieux ton quotidien. C'est respecter en fait comment dire, les habitudes de vie, les codes de vie du pays. oui, c'est totalement ça. Enfin, dans le quotidien, au travail ou dans la rue, si on respecte leurs habitudes, leurs choix, enfin,
leurs envies et comment eux interagissent entre eux et qu'on essaye de se faufiler au milieu de tout ça en essayant de prendre certains de leurs codes. C'est comme ça qu'on peut trouver un semblant de se faire intégrer. Et donc, j'ai parce que je dirige une équipe de 5 personnes. Et il y en a 2 ou 3 où souvent, je suis invitée à manger chez la famille, en fait. Et pour eux, c'est vu comme, entre guillemets, un certain honneur d'avoir leur manager qui va dîner ou déjeuner chez eux. Alors que moi, j'y vais plutôt tranquille et je suis plutôt justement contente d'aller dîner dans une famille cambodgienne où je sais que je vais avoir droit aux plats traditionnels et que c'est toujours intéressant. Mais je pense qu'à partir du moment où on essaye de s'intégrer, de comprendre leur culture et de ne pas leur imposer notre vision de la culture française sur eux, c'est là qu'on commence à avoir un semblant d'intégration. Et alors, quand tu vas dîner, par exemple, dans la famille de tes collègues, quelle langue vous parlez entre vous? Comment vous communiquez? Moi, les personnes de mon équipe parlent français, anglais et khmer. Et donc, du coup, déjà au bureau, on mélange les 3 langues en permanence. Et quand je vais chez leur famille, j'essaye de pratiquer mon khmer. Mais comme ils me posent des questions faciles, ça va, j'arrive plus ou moins à tenir une conversation. Et sinon, après, genre, une de mes collègues, son papa avait appris le français. Donc, il est content de repratiquer un peu de français. Et sinon, c'est mes collègues qui font la traduction anglais-français vers le khmer quand ça devient trop compliqué, quoi. Alors, pour ceux qui nous écoutent, est-ce qu'on peut peut-être parler un petit peu du fait que les Cambodgiens, de par l'histoire du pays, savent parler le français? Est-ce que tu t'y connais un petit peu et tu te sens nous en parler ou pas? En fait, le Cambodge, c'était pas une colonie, c'était un protectorat. Donc, c'est le roi du Cambodge au 19e siècle qui a appelé, entre guillemets, l'aide de la France parce qu'ils étaient envahis d'une part par la Thaïlande et de l'autre côté par le Vietnam. Et donc, c'est comme ça que les Français sont plus ou moins arrivés en Indochine avec le Vietnam et le Laos. Et c'est eux qui ont posé les frontières qui existent aujourd'hui entre la Thaïlande, le Laos, le Vietnam et le Cambodge. Ces frontières ne correspondent pas forcément aux frontières que chacun attendait et ça fait encore aujourd'hui polémique dans le pays. Et ça crée des distorsions politiques entre eux, par exemple le Vietnam et le Cambodge. Mais du coup, les Français sont restés jusque dans les années 30. Et donc, à la fin du protectorat, donc après la Seconde Guerre mondiale, quand on est parti, le français est resté présent dans les écoles, en fait. Et c'était une langue qui était enseignée dès le primaire, davantage que l'anglais, en fait. Et du coup, c'est vrai que jusque dans les années 70, c'était parfaitement normal de parler le français. Et donc, ça arrive encore aujourd'hui que dans les campagnes, on rencontre des personnes plus âgées qui parlent le français. Et une fois que les Khmers rouges sont arrivés au pouvoir, toute connaissance culturelle n'était pas acceptée puisque tout le monde devait retourner à la campagne. Et donc, à ce moment-là, parler le français ou l'anglais pouvait être passible de mort parce qu'on ne correspondait pas à l'idéologie des Khmers rouges. Donc aujourd'hui, toute personne qui parle le français et qui ont vécu la période des Khmers rouges, on sait forcément qu'ils ont dû cacher cette langue et qu'ils ne devaient pas le parler. Et une fois que les Khmers rouges sont partis, ça a été la guerre civile jusque dans les années 80, jusqu'en 92, quand les casques bleus sont arrivés. Et donc, sur toute cette période des années 80, en fait, le Cambodge était surtout sous domination vietnamienne et russe. Et donc, des Cambodgiens parlent le russe et des langues d'Europe de l'Est parce que beaucoup étaient envoyés en formation. En fait, par exemple, les médecins étaient envoyés en formation en Europe de l'Est ou en Russie. Mais l'anglais et le français étaient toujours interdits d'être enseignés au Cambodge à ce moment-là. Et donc, ça revient progressivement. Et aujourd'hui, il y a certains lycées qui proposent des formations formation de khmer et de français en même temps, en fait. On est comme nous, ce qu'on peut avoir en France avec les baccalauréats européens, où on suit certaines matières en anglais ou en allemand.
ils ont plus ou moins la même chose ici au Cambodge avec le français. Super. Merci beaucoup pour ces explications. C'est super intéressant. Tu t'y connais vraiment bien. Et du coup, toi, comment tu vis le fait d'être loin de ta famille et quels sont tes projets? Est-ce que tu souhaites rester au Cambodge encore quelques années ou peut-être toute ta vie? Ou est-ce que tu as le projet de rentrer en France? Je dirais que jusqu'à avant le Covid, j'avais pas ce sentiment de besoin de me rapprocher de ma famille. Depuis le virus, c'est vrai que vu qu'on a été un peu, entre guillemets, bloqué au Cambodge, il n'y a pas eu de cas majeurs, mais il n'y avait plus de vols et qu'aujourd'hui, on ne peut pas rentrer pour nos vacances annuelles. C'est vrai que ça remet en question, entre guillemets, le fait de vivre loin de sa famille avec 5 heures, 6 heures de décalage horaire, où il faut minimum prendre un vol de 12 heures pour rentrer à la maison. Rentrer en France et en Europe aujourd'hui, je pense que je ne suis pas apte à rentrer dans le moule qu'on pourrait attendre de moi dans le domaine dans lequel je travaille. Par contre, je commence sérieusement à réfléchir de plus en plus à me rapprocher et aller dans des régions plus proches comme celle du Moyen-Orient par exemple, où au niveau des vols, c'est beaucoup plus proche, quoi. Et alors, tu as dit quelque chose de très intéressant. Tu parlais de moule dans lequel tu n'avais pas envie d'être mis. Pourquoi? Quels sont les avantages à travailler au Cambodge par rapport à un travail en France? Ce qui est intéressant, c'est qu'on a plus de liberté et qu'on a une liberté de prendre plus de prise d'initiative beaucoup plus large que ce qu'on pourrait avoir en Europe. Et à partir du moment où il y a du résultat, bah, on peut plus ou moins s'organiser, par exemple, ses horaires comme on souhaite. Et si un soir, il faut que je parte à 5h30 parce que j'ai quelque chose ou que je veux aller au sport et que j'ai travaillé sur l'heure du midi ou une autre fois plus, c'est pas, je dirais que c'est beaucoup moins strict qu'en France, beaucoup plus libre. Et on va dire que c'est plus basé sur le résultat que vraiment une certaine présence au bureau. Parfois, j'ai besoin de rédiger certains textes ou travailler sur du marketing. Dans mon bureau, c'est assez bruyant et je trouve que c'est d'être dans un cadre fermé, c'est pas propice à la créativité. Dans ce cas-là, je préfère aller travailler dans un café, dans un jardin et être à l'air libre. Et ça pose aucun souci à mon directeur que je sois pas présente au bureau et que je travaille ailleurs, quoi. Aussi en Europe, il est plus difficile dans le monde du tourisme de gravir les échelons, alors qu'en Asie, on va nous donner tout de suite plus de... Même sans grandes expériences, on va nous donner tout de suite un meilleur poste et plus de chances. Enfin, c'est plus on teste et on verra bien si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas, quoi. Ça, c'est un avantage que tu as parce que tu es française en Asie, justement, je suppose. Oui, parce que le niveau de l'éducation au Cambodge et dans d'autres pays autour est beaucoup plus bas, donc ils n'arrivent pas forcément à trouver dans le pays la main-d'œuvre suffisamment qualifiée pour répondre à leurs besoins. Et donc, c'est vrai en tant qu'étranger, même si on sort juste de l'école, vu qu'on n'a pas besoin de bouger une famille, on n'est pas encore dans l'âge où on est installé en France et avec 2 enfants et une maison. C'est vrai que c'est facile pour nous de nous déplacer et de s'installer. Et donc, pour eux, c'est plutôt... Enfin, pour l'entreprise, c'est aussi facile d'accueillir des jeunes en sortie d'école à ce moment-là, quoi. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent et qui ont elles aussi envie de partir s'expatrier? Je pense que si on a envie, il faut juste le faire et partir et pas trop se poser de questions. Juste essayer et de se dire qu'on n'a rien à y perdre. C'est pas pour tout le monde, mais essayer au moins une fois dans sa vie, ça permet aussi de se mettre un peu en danger et de voir comment personnellement on peut réagir à différentes situations. Ou juste sauter le pas et y aller. Et pour finir, j'ai l'habitude de faire une petite interview dans l'interview.
Je vais te poser 4 petites questions où tu vas répondre assez spontanément. Ok? Ok. Quel est ton endroit préféré dans le monde? Parc national de Chitwan à la frontière entre l'Inde et le Népal. Quelle est ta meilleure découverte culinaire au Cambodge? Ils ont une petite sauce en fait parce qu'il y a le poivre de Kampot qui est vraiment célèbre en cuisine. Et ils ont une petite sauce où on mélange le poivre avec du citron vert et un peu de sel. Et quand on trempe avec la viande de bœuf, c'est vraiment un délice. Et à l'inverse, quelle est ta pire découverte culinaire au Cambodge? Le praok, c'est du poisson fermenté. Pour eux, c'est le fromage cambodgien. C'est juste une horreur, ça pue. Pire qu'un fromage en France? Pire qu'un fromage en France. Enfin, c'est grave avec le maroilles, mais c'est vraiment une sorte de pâte poisson fermenté, épicé. Enfin, et ils adorent, ils en mettent partout, partout, partout. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter? Une anecdote vécue au Cambodge? Je me rappelle j'habitais pas encore, j'étais juste venue en vacances. Et je trouve que c'est ce qui montre vraiment comment sont les Cambodgiens au quotidien. J'étais à Siem Reap et j'avais loué des scooters avec des amis pour aller visiter Phnom Kolen, qui est une montagne sacrée avec une cascade et différents sites archéologiques khmers en haut. Et en fait, notre scooter est tombé en panne pendant que l'on était sur la colline, donc à peu près à 1h30 de Siem Reap. Et les Cambodgiens s'arrêtaient tous pour savoir ce qui se passait. En fait, ils essayaient tous de faire réparer la moto. Ensuite, ils nous ont fait venir un gardien pour garder notre moto, pour qu'on puisse au moins monter à l'étage, plus en haut de la colline et aller profiter de la cascade et se baigner. Et lorsqu'on est redescendu, il y avait toujours plusieurs Cambodgiens qui essayaient de réparer la moto. Et nous, on pensait juste à redescendre pour pouvoir appeler le loueur de moto. Et vers 4h de l'après-midi, un guide s'est arrêté à côté de nous et lui a trouvé la panne. Et en fait, il nous a aidés à redescendre de la colline, à faire réparer la moto. Et il nous a ramenés jusqu'à Siem Reap en le suivant lui en moto. On est rentré, il était plus de 9h le soir. Et quand on a voulu le récompenser et lui donner un pourboire, il n'a jamais accepté il voulait vraiment pas le prendre. Et en fait, cette journée aurait pu être un cauchemar pas possible. Et juste parce que les Cambodgiens ont vraiment une volonté d'aider, une bonté ils s'arrêtaient juste pour nous aider sans avoir d'arrière-pensée. Au final, ce guide a agi comme eux et nous a vraiment sauvé la mise et fait qu'on reparle encore et encore de cette journée, quoi. Vous venez d'écouter un épisode d'Expat et compagnie. Inspirez-vous et osez votre propre expérience de vie à l'étranger. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. À bientôt!